Et tout de suite, c'est derrière l'image. Notre rendez-vous avec aujourd'hui un focus sur une viande bien particulière. Alors qu'en France, le salon de l'agriculture bat son plein, c'est la plus grande foire agricole d'Europe. Et bien des agriculteurs de toute la France sont au rendez-vous, des curieux, des hommes politiques aussi, sans oublier bien sûr les animaux. Ils sont 4000 cette année à être exposés pour montrer le travail des éleveurs français. Mais à côté de cela, la consommation de viande d'élevage dans les pays occidentaux, eh bien, elle est de plus en plus contestée pour des raisons notamment environnementales, éthiques ou encore sanitaires. Les alternatives à celles-ci ont donc le vent en poupe. Et pour en parler avec nous aujourd'hui en plateau, Gabriel Maréchaux. Bonjour Gabriel. Bonjour Pauline, bonjour à tous et à toutes. Alors, vous êtes journaliste environnement chez The Conversation France et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une de ces alternatives que l'on peut voir et que l'on va découvrir dans un instant. J'en dis pas plus. Oui, tout à fait. Alors, la photo va bientôt s'afficher, je l'espère. Il s'agit d'une photo d'un plat qui a été proposé dans un restaurant à Singapour en La voilà. 2020. Vous le voyez à l'image. Visuellement, ça ressemble à du poulet. Alors, j'ai pas pu le goûter moi-même, mais apparemment, au goût, ça s'en approche aussi fortement. Mais ça n'est pas du poulet. C'est en fait un nouvel aliment qui est issu de culture de cellules de poulet en laboratoire. Et cette photo, en fait, elle est un peu historique parce qu'en 2020, Singapour était le premier pays à autoriser la commercialisation de ce genre d'aliments. Depuis, d'autres lui ont emboîté le pas. Les États-Unis en 2023, Israël en 2024, en 2024 aussi la Grande-Bretagne, à cette différence près qu'en Grande-Bretagne, pour l'instant, la loi autorise la commercialisation de ce type d'aliments, mais seulement pour nourrir les animaux de compagnie, donc les chiens et les chats. Alors, comment c'est possible? Alors, c'est un peu la question à 1000 $. Pour bien comprendre, je vous propose de regarder des images, celles d'un reportage de Loïc Delamornay et Thomas Donzel qui se sont rendus dans une start-up israélienne qui produit des steaks à base de cellules de vaches cultivées en laboratoire. Le principe est d'extraire une cellule de muscle d'une vache vivante. Ces cellules sont d'abord microscopiques, diluées dans ce liquide. Les scientifiques font grandir et proliférer ces cellules, un procédé similaire à ce que les médecins font pour produire des tissus, pour des greffes de peau par exemple. Sauf qu'ici, ces cellules vont produire de la chair. Dans ces boîtes de culture, les bouts de viande commencent à se former. Alors, pardon, pourquoi ces pays se lancent-ils là-dedans? Eh bien, en fait, il y a plusieurs raisons. Si on prend le cas de Singapour, qui a donc été pionnier, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Singapour, c'est un très riche pays d'Asie du Sud-Est, mais tout petit. Donc, en fait, il n'a pas un territoire qui lui permet d'avoir une vraie filière d'élevage. Il est donc dépendant de l'importation pour se nourrir, notamment en viande. Ça a pu poser des problèmes, des inquiétudes, notamment au tout début du Covid, ce qui fait donc que ce pays a opté pour cette alternative. Israël, c'est un peu la même histoire, dans le sens où c'est un pays qui n'a pas de grande filière d'élevage conséquente, parce que le climat s'y prête pas forcément, parce qu'aussi il y a d'autres priorités qui sont données en termes d'occupation des sols. Donc ce pays a aussi voulu être moins dépendant de l'importation. Et sinon, plus globalement, à l'échelle mondiale, les arguments qui sont mis en avant par les gens qui cherchent à promouvoir ce nouveau type d'aliment, ils sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord l'aspect du bien-être animal, parce que ce nouveau type d'aliment permettrait aux consommateurs d'avoir quelque chose qui s'approche très fortement de la viande sans avoir à abattre des animaux. Il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup dans la bouche des promoteurs, ce serait que ce type de viande de laboratoire, serait beaucoup moins néfaste pour l'environnement que l'élevage conventionnel, parce qu'il faut savoir que l'élevage conventionnel, aujourd'hui, ça représente 15% des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent notre planète. 15%, ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment beaucoup. C'est par exemple plus que le transport routier, des voitures, des camions, donc c'est conséquent. Alors, est-ce qu'on se dit ou pas que c'est vraiment un avantage d'un point de vue environnemental, cette viande qui est faite en laboratoire? C'est très On peut compliqué dire de ça. vous répondre, Pauline, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui manquent. Déjà, aujourd'hui, on parle surtout de start-up qui se lancent dans la production de ce nouveau type d'aliments, des start-up qui sont en compétition, qui vont pas être forcément très transparentes en termes de tout le protocole qu'elles font les unes et les autres. Donc, c'est difficile d'avoir des données pour pouvoir vraiment chiffrer leur empreinte environnementale. Et l'autre chose, c'est que si on veut comparer l'élevage et ces nouveaux types d'aliments, ce nouveau type d'aliment, il n'est pas développé de manière industrielle, donc c'est difficile de voir à échelle semblable ce que ça pourrait donner. Il y a quand même eu des études scientifiques et elles ont tendance à être très prudentes, voire même sceptiques sur le réel bienfait de ce type d'aliment. Alors du coup, c'est de la viande, c'est pas de la viande? C'est aussi une question qui génère beaucoup de débats, l'appellation, parce que comme souvent, la façon dont on nomme quelque chose va un peu orienter la perception qu'on Bien en a. sûr. Donc du coup, on voit que les personnes qui sont plutôt sceptiques de ce type d'aliment vont avoir tendance à parler de viande artificielle, de viande synthétique, des termes qui peuvent inspirer plutôt la
méfiance. Ceux qui veulent la promouvoir vont parler de viande cultivée, de clean meat en anglais, donc de viande propre, ou bien de même cruelty-free meat, ce qu'on pourrait traduire en français comme viande produite sans cruauté envers les animaux. En France, les autorités, eux, privilégient plutôt les termes de viande cellulaire ou de viande in vitro. Mais il y a des gens que le terme même de viande qui sont très énervés qu'on puisse appeler ça de la viande. Vous vous en doutez, il y a notamment les éleveurs, et je vous propose d'en écouter un, toujours au micro de Loïc Delamornay et Thomas Donzel, au Texas. Du côté des producteurs traditionnels, c'est un autre discours. Cet éleveur du Texas est furieux qu'on puisse un jour appeler cette nourriture de la viande. Ce sont des cellules cultivées en laboratoire de manière artificielle. Ce n'est pas un morceau de viande issu d'un animal élevé en plein air. Ce n'est pas cela. Après, s'ils veulent appeler ça cellules de viande bovine de laboratoire, libre à eux. Du coup, on voit bien que dans certains pays, notamment les États-Unis, c'est déjà bien avancé dans ce développement de ce nouvel aliment. Alors, en Europe, on en est où? Eh bien, c'est ce qu'a cherché à savoir Mélisse Arras, une chercheuse en droit de l'environnement, dans un article pour The Conversation. Elle fait un peu un tour d'horizon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Europe est divisée un peu entre des extrêmes. On a d'un côté, par exemple, l'Italie, qui a été le premier pays au monde, en 2023, à passer une loi pour interdire toute autorisation ou commercialisation future de la viande cellulaire. Alors, on peut trouver ça étonnant qu'un pays veuille légiférer alors que c'est encore balbutiant, mais quand on est dans le contexte italien, on comprend tout de suite un peu mieux. Cette loi, en fait, déjà, l'Italie, c'est un pays où l'élevage est très important, où la viande a une place importante dans la gastronomie, voire même, on peut dire, dans la culture italienne. Et du coup, il y a aussi une grande place d'un lobby de l'élevage. Et celui-ci, avant que la loi arrive au Parlement, avait déjà fait circuler une pétition montrant que il y avait au sein de l'Italie des personnes révoltées à l'idée même qu'on puisse faire de la viande cellulaire. Et quand cette loi a finalement été votée au Parlement, le ministre de Giorgia Meloni de l'Agriculture a dit que c'était un enjeu de civilisation. Donc on voit que ça vraiment provoque des réactions très fortes en Italie, par exemple. À côté de cela, on a des pays en Europe comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, le Norvège, qui, eux, vont investir de l'argent public pour développer cette viande, donc un peu deux extrêmes. Et la France dans tout ça? Eh ben, la France, elle est un peu entre les deux. Il y a eu un peu plusieurs sons de cloche. Si on prend l'année dernière, 2024, elle a commencé sur cette question-là avec Gabriel Attal, le Premier ministre d'alors, qui avait dit qu'en fait, la viande cellulaire était incompatible avec la conception de l'alimentation à la française. Donc, qui nous met tout de suite dans une position un peu comme l'Italie, finalement. Exactement. Et quelques mois plus tard, on a eu un rapport interministériel qui, lui, dit que, en fait, la question n'est pas tellement de savoir si un jour les consommateurs en France pourraient être intéressés par ce type de viande, mais plutôt quand. Donc, approche plutôt pragmatique. Et enfin, on a une entreprise française qui aimerait proposer du foie gras de synthèse, qui est allée auprès de l'Union européenne demander une autorisation de mise sur le marché. Néanmoins, pour les experts, aujourd'hui en Europe, il y a peu de chances qu'il y ait la généralisation ou en tout cas des autorisations données à court terme sur ce nouveau type d'aliment de viande cellulaire. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, en Europe, les lois européennes pour mettre un nouvel aliment sur le marché, elles sont assez strictes et notamment, elles impliquent que toutes les données scientifiques actuelles disponibles puissent garantir la sécurité absolue du consommateur, ce qui est plutôt rassurant. Et en la matière, en fait, il y a encore pas mal de zones d'ombre sur la viande cellulaire. Il y en a une qui concerne en fait le liquide que vous avez vu tout à l'heure dans lequel baignent les cellules pour se multiplier en laboratoire. Que contient ce liquide? Alors il y a certes le secret industriel qui fait que les startups ne sont pas toujours très transparentes dessus, mais il y a des vraies questions sur, par exemple, la présence ou non d'hormones, d'antibiotiques, en quelle quantité. Il y a aussi des questions sur, par exemple, comment cette viande pourrait se conserver, quels seraient ses apports nutritionnels par rapport à de la vraie viande, en termes de fer, de vitamine B12. Il y a aussi la question de son nom, parce que la loi en Union européenne dit qu'il ne faut pas que les appellations soient trompeuses pour le consommateur, ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, en Europe, il y a une loi qui a été votée pour, vous savez, les boissons à base de soja ou d'amandes qui n'ont plus le droit de s'appeler lait pour pas tromper le consommateur. Donc bref, il y a beaucoup de questions encore irrésolues. Alors, est-ce que ça pourrait convaincre les végétariens? Encore une fois, là, ça dépend, en fait, les raisons qui poussent les personnes à être végétariennes ou non. S'il est question de bien-être animal, à prime abord, on peut se dire, c'est un peu la première promesse de ce type de produit, c'est de ne pas abattre d'animaux. Néanmoins, il y a un petit mais, qui est que dans ce fameux liquide pour permettre la multiplication des cellules en laboratoire, il y a souvent un ingrédient qui revient souvent. C'était le cas notamment pour ces nuggets de poulet vendus à Singapour que vous avez vu tout à l'heure. Et cet ingrédient, en fait, c'est du sérum fœtal de vache qui permet
à ces cellules de se multiplier très bien. Et le syndrome fœtal de vache, où est-ce qu'on le trouve? Dans le cordon ombilical d'une vache qui porte un petit. Donc pour aller le chercher, il faut nécessairement abattre une vache et son fœtus au passage. Donc si ce sérum est utilisé, l'absence totale de cruauté animale n'est pas forcément avérée. Si par contre on cherche à être végétarien plutôt pour des raisons environnementales, on l'a vu, la garantie que ce type d'aliment serait plus bénéfique pour l'environnement n'est pas certain du tout, voire même il y a des grosses réserves. Donc pour l'aspect environnemental, ce qui pourrait plutôt être préconisé, ce serait que les pays occidentaux réduisent leur consommation de viande. D'un point de vue historique, ça ne semble pas aberrant parce que, par exemple, en France, en 2 siècles, on a vu la consommation de viande augmenter par 8, donc c'est beaucoup. On a mangé beaucoup moins de viande par le passé. Et il est bien question ici des pays occidentaux parce que, certes, je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle mondiale, l'élevage est responsable de 15% des gaz à effet de serre qui réchauffent notre planète à tous. Mais d'un pays à l'autre, il y a des grandes disparités entre un Américain qui, en moyenne, va manger 125 kilos de viande par an et un citoyen ou une citoyenne de RDC qui va en manger en moyenne 3 kilos seulement. Donc, on voit bien que... Il y a des grandes différences. Merci beaucoup, Gabrielle Maréchaux, d'avoir été avec nous pour Derrière l'image. Je rappelle que vous êtes journaliste environnement chez The Conversation France. Et j'imagine qu'on peut retrouver votre article, bien sûr. Tout à fait, et plein d'autres qui sont à chaque fois un travail commun entre les chercheurs et les journalistes de notre rédaction. Merci beaucoup.